Marion Sigaud, Voltaire est à la mode. 2000 exemplaires vendus en quelques jours, 20 000 exemplaires édités de son traité sur la tolérance. Voltaire, c'est l'icône de la République. C'est un antidote au crime contre la liberté de l'esprit. Et après les attentats de janvier, cela prend bien évidemment une signification toute particulière. Vous ne partagez pas ce point de vue? Ah si, je trouve que c'est très illustrateur de ce qui se passe. Ici, Voltaire comme défenseur de la République, si c'est ça la République, bravo, bravo, la République a raison de se réclamer de Voltaire. Ce qui est dramatique, c'est pour les gens qui aiment la vérité, qui aiment la vraie liberté d'expression, parce que là, c'est vraiment l'ennemi en marche. Je ne connais rien de plus mensonger et de plus manipulateur que le traité de la tolérance. C'est une honte. Le traité de la tolérance, je ne sais pas si ça ouvre le traité ou un de ses chapitres, mais il dit à propos de l'affaire Calas, le meurtre de Jean Calas à Toulouse le X mars 1762. Il n'y a pas eu de meurtre de Jean Calas ce jour-là. Il y a eu une exécution capitale en bonne et due forme à la suite d'un procès qui s'est déroulé selon la procédure en vigueur à l'époque. Il n'y a pas eu de meurtre. Alors commencer un traité de la tolérance en accusant des juges qui ont jugé en leur âme et conscience et en fonction de la loi qui était à leur disposition à l'époque, les traités d'assassins, on appelle ça faire de l'apologie de la tolérance. C'est un véritable appel au meurtre. Enfin, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Voltaire était un menteur. Tout ce qu'on croit savoir du XVIIIe siècle, quand on le sait par l'intermédiaire de Voltaire, il faut savoir que c'est faux. Parce que Voltaire était là pour faire de la propagande antichrétienne, de la propagande antipopulaire. Voltaire détestait copieusement, et il le dit tout le temps, deux choses, le peuple en général et le peuple français en particulier. Voilà. Et c'est un modèle de la République, c'est grave. Vous avez écrit un ouvrage intitulé « Voltaire, une imposture au service des puissants ». Le 10 décembre 1944, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, à la Sorbonne, Paul Valéry fait de Voltaire le combattant contre le fanatisme religieux et l'obscurantisme. Ça veut donc dire que, au-delà des écrits de Voltaire, sa personnalité incarne aujourd'hui la liberté d'expression. Ah, la liberté d'expression, la sienne, oui, la liberté d'expression de ceux qui pensent comme lui. Voltaire a mené toute sa vie et jusqu'à la mort un combat acharné contre Élie Fréron, qui était un critique littéraire, qui était donc un journaliste, qui avait un journal qui s'appelait L'Année littéraire. Élie Fréron s'est permis, parce que c'était son métier et qu'il avait l'autorisation de le faire, des critiques littéraires, jamais sur le fond, toujours sur la forme, des écrits de Voltaire, qui lui a voué jusqu'à la mort une haine absolument féroce. Il a réussi, parce qu'il avait le bras long, plusieurs fois à le faire interner, à le faire interdire, à faire interdire son journal. C'était ça la liberté d'expression. On avait le droit de tout dire, sauf ce qui déplaisait à Voltaire. C'est ça la liberté d'expression chère à Voltaire. Il n'y a jamais eu de liberté d'expression pour Voltaire. Cette phrase sur la liberté d'expression qui a été transportée depuis 300 ans et qui est la phrase qui fonde l'idée que Voltaire plaide pour le respect des croyances et l'esprit de tolérance entre tous les hommes. C'est-à-dire, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites et je me battrai pas. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. On ne peut pas faire croire des choses pareilles. Voltaire, non seulement n'a jamais dit ça, mais il a fait exactement l'inverse. Voltaire, je n'ai pas la liste de tous les gens qu'il a fait embastiller pour leurs écrits, mais on peut citer quelques noms. Il y a eu Élie Fréron, il y a eu La Baumelle, il y a eu, là, dans l'affaire Lefranc de Pompignan, il n'y a pas eu embastillement. Parce que Lefranc de Pompignan était quand même un académicien, un monsieur qui a été reçu à l'Académie pour la beauté de sa production littéraire, alors que Voltaire, lui, a été reçu à l'Académie pour autre chose que la beauté de sa production littéraire. Tout le monde s'en gaussait. Il a été reçu parce que c'était politique de le recevoir. Mais Lefranc de Pompignan, le jour de son discours à l'Académie, a rendu un hommage appuyé à Maupertuis que Voltaire détestait copieusement parce qu'il en était jaloux. Maupertuis était mort dans des conditions proches de la folie. Je veux dire, il avait été harcelé par la méchanceté de Voltaire. C'était vraiment épouvantable. Et le jour où Lefranc de Pompignan est arrivé à l'Académie pour occuper le siège de Maupertuis, il a rendu un hommage appuyé à Maupertuis et il a émis une critique très justifiée, très joliment tournée, dans toutes les règles du savoir-vivre et des bonnes manières, une critique des Lumières en général et du tortionnaire de Maupertuis en particulier, mais dans toutes les règles de la bienséance et de la civilité. Et Voltaire a réussi, par la méchanceté de ses libelles et par ses campagnes de calomnie, à le faire chasser de Paris. C'est-à-dire qu'il n'a pas été chassé de Paris, le malheureux Lefranc de Pompignan. Ni lui ni sa femme ne pouvaient mettre le pied dans la rue sans être l'objet de quolibets, que les gens se passaient de la main à la main de toutes les horreurs que Voltaire racontait sur eux. Donc la liberté d'expression, sauf quand on n'était pas d'accord avec lui. Et pour être d'accord avec lui, il fallait vraiment être un riche
riche capitaliste, ennemi de la France, ennemi des Français, ennemi de la religion en général et du catholicisme en particulier. Parce que si on s'en tient pas au Lagarde et Michard, on peut considérer qu'effectivement, on sait maintenant que Voltaire aimait le progrès et la raison, mais qu'il aimait aussi l'argent et la gloire. Est-ce que pour autant, on peut dire qu'il était au service des puissants? Il ne s'est pas plutôt servi des puissants pour son œuvre? C'est un peu les deux. Il était quand même... oui, les deux. Oui, il était au service des puissants et il s'est servi c'est-à-dire qu'il s'est servi des puissants pour monter. C'est-à-dire que Voltaire a été assez habile pour faire de l'argent en quelques coups à la limite de l'honnêteté. Et ensuite, comme il était suffisamment riche, il prêtait de l'argent aux nobles qui étaient toujours en quête de se faire de nouvelles dettes. Hein. Vous prenez le prince de Conti, le maréchal-duc de Richelieu. Dans le prince de Conti, j'exagère peut-être. En tout cas, le maréchal-duc de Richelieu, c'est clair. Ce sont des gens qui, vivant sur un grand pied, couraient toujours après de l'argent. Et Voltaire en prêtait à tous ces gens-là. Et une fois qu'il leur avait prêté de l'argent, le prêt à intérêt était interdit, donc on leur donnait de l'argent, et en échange, on leur recevait une pension, une rente à vie. C'est comme ça qu'il était riche. Mais en fait, il les tenait, tous ces gens-là. Parce que Voltaire savait très bien, s'il y avait des retards dans le versement des pensions, il savait bien faire jouer la loi. Donc il était absolument féroce en affaires. Il était pensionné de toutes les têtes couronnées, des têtes couronnées, les têtes, importantes qui comptaient. Donc, les riches, il les servait, mais il s'en servait. Hein. Il s'en servait beaucoup. Et toute la propagande idéologique qu'a faite Voltaire, elle n'a pas tant été au service des nobles que de la bourgeoisie. C'est-à-dire que, idéologiquement parlant, Voltaire était un libéral. Voltaire voulait la libre circulation des grains. Voltaire voulait la fin Il voulait par exemple supprimer le dimanche. Voltaire estimait absolument inadmissible que la racaille s'arrête le dimanche. Pourquoi? Mais parce que ces gens-là, alors aller à la messe, il trouvait ça très bien, parce que lui, il fallait qu'il y ait de la religion pour les gens. Il disait que pour le peuple, il fallait une religion de telle sorte que mon paysan et mon domestique, s'il s'imagine qu'il n'y aura pas un Dieu rémunérateur, viendra me voler mon foin et mon bien. Voilà. Donc il fallait que le peuple ait de la religion. Pas pour nous les gens de bien, on n'a pas besoin de ça. Il avait une haine et un mépris du peuple tel qu'il disait il faut que le dimanche le peuple aille à la messe, ça les tient, et après au boulot. Au boulot. Sinon ils vont aller au cabaret, ils vont se disputer, et c'est dans l'encyclopédie. Lisez l'article dimanche de l'encyclopédie, c'est édifiant, c'est pas Voltaire qui l'a écrit, mais il faisait partie de cette idéologie-là. Tout ce que la religion fait pour adoucir la vie des gens, ça les ramollit et ça les pousse à la flemme. Il est l'auteur d'un dictionnaire philosophique en 1764, dont les versions actuelles sont des versions expurgées. On a retiré des termes comme femme, juif, parce que bien évidemment, on découvre un Voltaire qui était à la fois misogyne, sexiste, on a même dit homophobe, anti-juif, anticlérical. Alors, homophobe, je ne saurais le dire, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a ce qu'écrit Voltaire quand il écrit, par exemple, sur l'homosexualité, il va dénoncer et tout. Voilà, c'est un attentat infâme contre la nature, une abomination dégoûtante, une turpitude. Sauf pour ses petits camarades. Sauf pour ses petits camarades, le maréchal de Villars par exemple, sauf pour son cher ami l'abbé des Fontaines, du temps qu'il était bien avec lui, sauf pour l'infâme d'Échauffour, qui lui n'était pas homosexuel, il était juste pédocriminel. Donc je ne peux pas dire qu'il l'aimait bien, mais en tout cas, il l'a réhabilité en disant que vraiment ce qu'on a fait subir à ce malheureux quoi, il avait juste violé des petits garçons, qu'est-ce que c'est quoi, bon c'est pas grave. Donc il faut regarder, il y a le Voltaire public, c'est-à-dire il faut dénoncer l'homosexualité, il faut dénoncer par exemple l'impiété ça se dénonce, c'est très très vilain l'impiété. Et puis par en dessous, il y a ce qu'on dit aux uns et aux autres. Donc il a toujours été extrêmement ambigu concernant effectivement l'homosexualité, ou les femmes par exemple. Il disait, quand il voulait justifier qu'on massacre les Turcs, c'est parce que les Turcs étaient mal élevés avec les dames. Alors, il va être misogyne d'un côté et il va être obséquieux avec les femmes de l'autre. Par contre, concernant les juifs, alors il n'y a pas d'ambiguïté. C'est un antisémite racialiste effréné, déchaîné, un fou. Mais un fou. Et j'ai déjà lu des textes critiques vis-à-vis du judaïsme écrits par des religieux, jamais racialistes. Alors que lui, c'est carrément une race dégénérée. Puisqu'il dit que les juifs sont issus du croisement de chèvres et de chèvres et d'hommes, et de boucs et de femmes. Mais il le dit. Il n'accuse pas les juifs de zoophilie. Il les accuse d'être les enfants dégénérés de croisement
entre des boucs et des juifs. Attendez, c'est dans Voltaire, ça. Il dit que c'est le plus Voltaire. abominable peuple de la terre, et ça, il le met dans le chapitre tolérance du dictionnaire philosophique. Voilà, il faut être tolérant avec tout le monde, sauf avec eux. Alors, mais non, mais attendez, l'antisémitisme de Voltaire, c'est pathologique. mais alors, est-ce C'est un que, fou, quoi. comme il y a l'antisémitisme, il y a aussi l'anti-islamisme. Il dénonce le fanatisme de Mahomet. Et il dit de tous les tyrans, c'est le plus criminel. Et alors il dit, par rapport à ça, moi je suis chrétien. Voilà, alors on tire à boulet rouge sur le christianisme, sauf quand il faut tirer, il fait feu de tout bois, il déteste tout le monde. Ce type n'a de respect pour rien, pour personne, sauf pour ses intérêts. Et l'argent. Il a beaucoup de respect pour les gens qui gagnent beaucoup d'argent. Il a du respect. Parce qu'on a aussi expliqué, justifié le fait qu'il attaquait les juifs ou l'islam, parce que derrière ces attaques, c'était en fait le christianisme qui était visé, dont il disait là aussi effectivement que c'était la plus absurde et la plus sanguinaire religion qui ait jamais affecté le monde. Oui, mais écoutez, il était empreint de haine contre tout. Il avait la haine de tout. Ce monsieur, vous savez, on combat la haine, il paraît. Il faudrait aller regarder ce que c'est que les textes de Voltaire. Quand il s'attaque à l'islam, ça sera avec la haine. Quand il va s'attaquer au christianisme, ça sera avec la haine. Quand il va s'attaquer au protestantisme, la même chose. Parce qu'il a défendu les protestants, oui, une fois qu'ils étaient morts. Mais les vivants, comment les a-t-il traités? Ah non, pas les banquiers. Mais les banquiers protestants étaient avant tout des banquiers. Est-ce que derrière votre dénonciation de Voltaire, il n'y a pas la dénonciation que vous avez toujours professée comme spécialiste du XVIIIe siècle, c'est la dénonciation du mouvement des Lumières, dont vous dites que c'était en fait pas le mouvement des Lumières, mais c'était l'obscurité dans le travail. Ce qu'on a appelé les Lumières, ce sont des gens qui se sont autoproclamés plus intelligents et plus brillants que les autres parce qu'ils ont remplacé la morale par le profit. C'est ça, les Lumières, et c'est pas autre chose. La raison, c'est ce qui fait que un homme, intelligemment, s'il défend ses intérêts particuliers, va être plus raisonnable que quelqu'un qui va défendre un intérêt collectif au nom d'une morale supérieure. C'est ça, les Lumières. C'est ça, les Lumières, et c'est pas autre chose. Et les Lumières ont ouvert la voie à quoi? Au remplacement de la morale publique par l'intérêt des puissants. L'intérêt des puissants. Et quand je dis Voltaire, une imposture au service des puissants, c'est pas un imposteur. Ça n'est pas Voltaire l'imposteur. Ce sont les gens qui en font la promotion. Mais cette promotion n'est pas d'hier. C'est en 1791 que Voltaire rentre au Panthéon. C'est quand même pas c'est la révolution bourgeoise. C'est quand même pas la révolution bourgeoise. C'est une erreur. Pas du tout, pas du tout. Les gens qui ont renversé la royauté, dont le chef, à savoir le roi, était là pour défendre le peuple, les intérêts du peuple, ces gens-là ont renversé le roi et ils ont mis à la place des gens qui défendent les intérêts des puissants. Ils ne l'ont pas dit, mais ils l'ont fait. La preuve, ils ont mis Voltaire au Panthéon. Et Voltaire, il a toujours eu des gens très intelligents pour le critiquer très intelligemment. On ne les a pas retenus. Tenez, Élie Fréron, par exemple. Il a écrit des choses remarquables sur Voltaire. Qui se souvient d'Élie Fréron? La seule chose dont on se souvienne concernant Élie Fréron, c'est que Voltaire a écrit, l'autre jour, au fond d'un vallon, un serpent piqua Jean Fréron. Il s'appelait Élie, mais pour la rime, on va dire Jean. Que pensez-vous qu'il arriva? Ce fut le serpent qui creva. Donc, moi, quand j'étais adolescente, quand j'ai appris Voltaire, je me disais, il est drôle, ce Fréron était un triste cire. Non, c'était un grand journaliste, c'était un excellent critique littéraire, c'était un bon mari, un bon époux, un bon père, c'était un bon citoyen, c'était un bon catholique. Et qu'est-ce qu'on retient? Les sarcasmes de Voltaire? C'est une honte, mais les critiques intelligents de Voltaire ont toujours existé. Maintenant, il faut les exhumer. Ressortons Élie Fréron, et il y en a beaucoup d'autres qu'on pourrait ressortir. Tenez, Frédéric II, je n'ai pas de sympathie pour Frédéric II de Prusse, mais il a écrit des passages sur Voltaire monstrueux. Oui, je crois qu'il avait qualifié d'un mot définitif. Frédéric avait un jugement définitif sur Voltaire, il est absolument infréquentable. Et ce qui semble paradoxal, c'est que des années après cette rupture définitive où Frédéric a bien montré qu'il avait compris, il a quand même recommencé à entrer en correspondance avec Voltaire, et c'est là qu'on comprend qu'il y avait une espèce de pacte entre eux. Alors, il y en a qui disent un pacte satanique, faut peut-être pas aller si loin. De toute façon, il y avait un plan de renverser le catholicisme, il y avait un plan de renverser un certain type de société
à l'écoute des humbles et des producteurs surtout, parce que la France était un pays agricole et faire de la France un pays capitaliste, c'était sonner la fin d'une grande culture paysanne. Je pense que Frédéric et Voltaire, et évidemment certains autres, avaient un plan là-dessus. Et ce plan, c'est passé par le renversement du catholicisme. Voltaire est mort en 78, 89, c'est pas longtemps après. Bon, quelles ont été les premières mesures prises par la Révolution? Ça a été, la libre circulation des grains, c'est-à-dire le libéralisme économique sur le pain du peuple, et tout de suite derrière, la mise sous tutelle des biens de l'Église, la privatisation, on appelait ça la nationalisation des biens du clergé. C'est une privatisation, c'est-à-dire c'est une spoliation. Ça a été vite fait. Voltaire, une imposture au service des puissants, c'est édité par une maison d'édition exigeante d'ailleurs, qui s'appelle Contre-Culture. Oui. Et je vous remercie vraiment d'être venu Martial. avec nous. Le prochain bouquin, c'est Voltaire encore ou c'est Rousseau? Non, ça sera pas Rousseau. On non, dégomme les uns après les autres. Oui, non, ça sera le retour au XVIIIe siècle. Il y a plusieurs projets en cours dont je ne veux pas parler. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai également une bande dessinée qui est sortie sur Dominique Cartouche et une autre sur Damien qui arrive. Merci Marion Segaud. Merci à vous.